She lost her brother a month ago. His picture on a wall, and it reminds me when she brings me coffee, her smile. I wish I could be with her till my last day. She said she gave all her love to me. We dreamed a new life, someplace to be at peace. But things 私は changed 強い suddenly. あなたたちより強い Lost my す dreams ごく強い in this disaster. SNK est, comme nous l'avons dit depuis le début, un manga qui traite de l'oppression et de ses conséquences dans toutes ses formes. Que cela soit l'oppression politique, religieuse, sociale ou raciale, on a l'impression qu'Isayama nous offre un best-of des modes d'oppression. Et pourtant, il y en a une qui semble peu présente, voire quasi absente de l'histoire. L'oppression des femmes, autrement dit l'oppression liée à un genre en général, semble absente. En effet, on retrouve dans SNK de nombreux personnages féminins très bien travaillés, jamais archétypaux ni caricaturaux, qui contribuent à l'histoire tout autant que leurs camarades masculins. Que cela soit Mikasa, Historia, Ymir, Annie, Hansi ou même Sacha, tout évite les stéréotypes que l'on retrouve habituellement dans les mangas type shonen comme la traditionnelle tsundere, la yandere ou la himedere. On notera d'ailleurs que le manga a été pourvu de tout élément tendant à sexualiser les personnages ou de fanservice. Bref, SNK se démarque des productions populaires par son traitement des personnages féminins, très loin des grands succès comme One Piece ou Naruto, où le recours au fanservice et les archétypes clichés sont légion. Dans SNK, point de culotte ou d'augmentation de tour de poitrine pour faire saliver le jeune otaku moyen, mais des personnages forts, intéressants, qui possèdent soit une place importante dans leur hiérarchie, soit dans l'histoire. Certaines d'entre elles deviendront même des personnages clés de l'intrigue. On remarque qu'aucune ne sert jamais de faire valoir et que toutes auront leur moment de gloire. Même le personnage de Mikasa, montré au début comme monolithique voire caricatural, trouvera une explication probante à sa quasi-obsession pour Eren. Avec tout ça, on serait tenté de croire que l'oppression liée au genre est absente du manga. Et pourtant, l'oppression est bien là, invisible, guettant chaque femme, prête à surgir quand on l'attend le moins. Si on retrouve un point commun entre les différents personnages féminins principaux de SNK, c'est qu'en réalité aucune ne correspond aux normes liées au féminin qui semblent avoir cours dans l'univers de SNK. Ces normes sont des plus classiques. Une femme se doit d'être féminine, c'est-à-dire belle, aimante, douce, maternelle, dans la sollicitude, bref, l'archétype classique de la femme dans une société patriarcale, comme la société japonaise ou la société occidentale. Et on remarque deux choses. Premièrement, les personnages féminins répondant à ces archétypes semblent condamnés à un destin tragique dans le manga. Tina Fritz, Carla Higger ou Alma la mère d'Historia représentent parfaitement des archétypes traditionnellement féminins. Or la première sera transformée en titan, la deuxième dévorée par la première, et Alma égorgée par Kenny. Il ne faut pas y voir ici une sanction, mais la conséquence violente de leur respect des normes oppressives. Réduites à l'impuissance, elles ne peuvent que subir l'oppression. La fin de chacune d'entre elles se fait d'ailleurs dans une impuissance totale. Tina ne peut lutter contre les soldats de Mars qui vont la transformer en titan, Carla est écrasée par le poids de sa propre maison, et là je pense qu'il y a un symbole à voir, avant d'être dévorée par la première femme de son mari. Enfin, Alma est sommairement égorgée par Kenny et complètement oubliée. Il faut rajouter qu'à part au sein du bataillon, on ne trouve absolument aucune femme à des postes clés dans la hiérarchie militaire ou au sein du gouvernement. Au contraire, si on prend nos personnages principaux, on remarque que, à part Annie, elles appartiennent toutes au bataillon d'exploration tout en incarnant une forme d'opposition aux normes traditionnelles, voire étant pour certaines un symbole de subversion. Cela va totalement dans notre idée que le bataillon d'exploration est un regroupement de marginaux qui s'opposent et contredisent les normes sociales. Pour commencer, Mikasa du trio principal se démarque par un physique s'opposant au code de la féminité. Le peu de fois où l'auteur la représente peu vêtue montre un corps exceptionnellement musclé, très loin des archétypes féminins. Considérée comme la plus forte du 104e régiment, Mikasa incarne une force et une puissance souvent réservées aux masculins. Après l'ellipse, on la retrouve avec une coupe très courte, beaucoup moins féminine qu'avant, et une tenue de soldat qui lui donne une apparence quasi androgyne. On notera d'ailleurs qu'elle est à moitié asiatique, une ethnie opprimée à l'intérieur des murs par sa capacité à résister au pouvoir de modification de la mémoire de l'original. Cette appartenance fait d'elle, par définition, quelqu'un qui s'oppose à la norme oppressive de sa société, en plus de ses capacités physiques qu'on attribue traditionnellement au masculin.
Pour continuer, Hansi, lieutenant d'Erwin et plus tard major du bataillon, est avec Historia la première femme dans le manga à accéder à un poste clé. Le personnage d'Hansi est, de la même manière que Mikasa, un personnage qui jette un trouble dans les normes de genre. Isayama en ayant fait un personnage androgyne sans sexe déterminé. Il évite soigneusement d'utiliser des pronoms liés au genre en japonais afin de maintenir son ambiguïté sexuelle. Il ou elle est pour le moins agenré, son sexe restant à jamais indéterminé. Isayama avait déclaré que pour l'adaptation animée, le choix du seiyuu trancherait dans cette indétermination. Le coup de génie de Wit Studio a été de chercher Pakuromi pour doubler Hansi. Pakuromi, ou Romi Park, japonaise d'origine coréenne, est une véritable star du doublage connue essentiellement pour ses doublages d'Edward dans Fullmetal Alchemist et de Toshiro Itsugaya dans Bleach. Elle est aussi connue pour son doublage de Nana Osaki dans Nana, un manga qui explore la relation d'amitié ambiguë entre deux jeunes femmes. Aller chercher une doubleuse habituée à doubler des personnages masculins permet finalement d'entretenir toute l'ambiguïté sexuelle du personnage. On parle très vite de sa curiosité, de sa fascination pour les titans, ainsi que de son caractère exubérant, qui en fait un personnage par définition en marge de la société. Sacha, si elle a un rôle moindre que ses camarades, reste un personnage attachant qui aura son moment de gloire dans l'arc du choc des titans. Souvent utilisée comme running gag, elle est aussi un personnage qui s'opposera à la norme par sa gourmandise irréfrénée. On peut traduire son obsession pour la nourriture comme l'absence d'une maîtrise de ses pulsions, la transformant parfois en un animal déchaîné, plus qu'en une jeune femme civilisée. Ce besoin irrépressible de manger la poussera à quitter son village, où les ressources sont rares, et son comportement déviant problématique. Or, on peut voir la pulsion de nourriture comme quelque chose de très proche de la pulsion sexuelle. Elle est dans une quête irrépressible du plaisir, incapable de se discipliner ou de se contenir, ce qui s'oppose par essence aux normes sociales, où une femme se doit, plus que les hommes, de savoir contrôler ses pulsions. Peut-être est-ce d'ailleurs un hasard, mais Sacha disparaîtra dans des circonstances tragiques, juste après qu'elle ait appris à maîtriser ses pulsions et qu'elle se soit trouvée un fiancé. Pour Annie, je ne développerai pas trop car ce personnage a déjà eu le droit à sa propre vidéo, mais on noterait qu'elle est le seul personnage ici à ne pas faire partie du bataillon d'exploration, alors qu'elle joue justement sur l'image de la jeune fille fragile et sans défense. Ymir, comme les autres, incarne elle une figure subversive qui s'oppose aux normes. Égoïste, nihiliste, moqueuse, on est bien loin de l'image de la féminité douce et altruiste. L'image qu'elle incarne pendant toute son enfance au sein de la secte qui la prend pour une réincarnation de la déesse Ymir. Elle abandonne ses attributs de déesse féminine, et donc les normes, pour devenir une marginale qui s'assume comme telle. Le fait que son histoire d'amour avec Historia est la seule qui a le droit à une vraie présence, un amour homosexuel donc, rajoute une couche à l'aspect subversif qu'elle incarne. Historia, comme Ymir, va grâce à cette dernière entamer son propre parcours d'émancipation. On la découvre au début sous le nom de Christa, référence explicite au christianisme, incarnant une jeune fille douce, pure, altruiste et attentionnée. Les garçons du groupe la qualifient plusieurs fois de déesse, ce qui n'est pas anodin. Quand elle porte le nom de Christa, Historia semble porteuse de toutes les vertus liées à la féminité chrétienne, dont la Vierge Marie est le meilleur symbole. Mais elle va progressivement, grâce à sa relation avec Ymir, rejeter toutes ses qualités proprement féminines pour s'assumer comme telle, et comme Ymir, assumer un égoïsme salvateur et émancipateur. Elle abandonne elle aussi son statut de déesse pour devenir elle-même. La pureté et la douceur virginale se transforment en une rage de vivre et d'affirmation, au contact d'un amour que l'on pourrait, selon les normes, juger impur. Le point d'orgue de son émancipation sera lorsqu'elle refuse d'obéir à son père, qui lui ordonne de dévorer Eren. S'opposant à son destin d'héritière de la famille royale, à son père, qui représente clairement une masculinité toxique et oppressive, elle s'affirme en tant qu'être singulier capable de s'autodéterminer. Et quand elle met à mort son père, geste aussi littéral que symbolique, elle choisit d'elle-même de devenir la reine des murs. Elle n'hésitera pas d'ailleurs pour y arriver à s'opposer aux ordres d'Erwin, ce dernier souhaitant la mettre à l'écart. Elle revendique elle-même sa liberté inaliénable de choisir. Il faut enfin noter que le choix de son nom, Historia, est plus qu'intéressant. Alors que le nom de son père, Rod, renvoyait clairement au colosse homonyme tout en incarnant une masculinité libidineuse, dominatrice et lâche, Historia renvoie directement pour nous à l'idée d'histoire. Porteuse à la fois du passé et moteur d'un avenir, Historia porte autant l'histoire de son peuple qu'elle peut à présent y contribuer. Mais il ne faut pas non plus oublier l'étymologie grecque. Historia, en grec ancien, renvoie à l'idée d'enquête. Pour Eren et les autres, elle représente un élément décisif pour résoudre l'énigme des titans. Mais l'enquête, c'est aussi chercher quelque chose. Or, on peut dire que de manière littérale, Historia est celle qui, tout au long de la première partie, se cherche elle-même. A travers sa galerie de personnages féminins, nous voyons bien que SNK est un manga extrêmement progressiste sur l'image et les représentations de genre. Il semble donc difficile de discerner l'oppression liée au genre dans le manga. Pourtant, le destin des femmes soumises aux normes
L'absence de femmes au sein des instances dirigeantes, souvent reléguées au rôle de second, montre bien que si elle n'est pas montrée explicitement, elle est pourtant présente bien que silencieuse. La situation semble changer avec le règne d'Historia et la nomination d'Annecy en tant que major en charge du bataillon d'exploration à la suite d'Erwin. Et pourtant, vous la sentez, toute la tristesse et le désespoir de cette image ? Si Isayama n'hésite pas à parsemer le manga de quelques violences sexistes, le véritable angle d'attaque sera pour lui la maternité. Cette dernière est autant un enjeu démographique que dynastique, et c'est par ce biais que l'oppression revient alors qu'on s'en croyait débarrassé. Attention, il ne s'agit pas de dire que la maternité est une oppression, mais qu'elle peut servir d'outil potentiel d'oppression dans son instrumentalisation ou son caractère non consenti. Eren Kruger explique très bien que si l'identité de Dina avait été découverte, on l'aurait utilisée comme reproductrice pour les guerriers mares. Quant à Historia, sa grossesse ne semble pas des plus heureuses, comme si elle avait été dictée par un intérêt autre que sa volonté propre. Sur l'image que nous avons vue, nous voyons la jeune fille émancipée et heureuse arborer un visage grave et triste. Par l'obligation ou la contrainte, c'est à travers le corps et la maternité qu'Isayama opère le rappel violent de l'oppression des genres. Si Carla, Alma et Dina n'étaient finalement définies que par leur statut de mère avant leur statut de femme, on comprend vite à quel point Isayama semble avoir une vision désenchantée de la maternité, comme ultime rappel de l'oppression sexiste qui s'abat à son tour sur Historia. Seule Carla semble bénéficier d'une image plus positive. Dans ce sens, on comprend par la suite que l'amour de Grisha pour Carla et la naissance d'Eren ne sont pas simplement un calcul comme le disait Kruger, mais le fruit d'un amour authentique. D'où l'ambivalence d'une maternité qui, dans un monde comme celui de SNK, est porteuse d'espoir. Comme nous le dit Hannah Arendt dans La crise de l'éducation, tout enfant est porteur d'une dimension révolutionnaire. Il est un nouvel arrivant au monde qui lui apportera son originalité. Dans un monde de désespoir soumis à un cycle de violence, chaque naissance peut être celle qui brisera le cercle. Comme chacune peut aussi ne simplement que la reconduire à travers son instrumentalisation. C'est là le triste destin d'un personnage que je n'ai pas encore évoqué, celui de Frida. Cette dernière, douce et protectrice avec sa famille, refusant de céder à la violence, ne pourra malgré tout utiliser le pouvoir du titan originel pour protéger son peuple. Soumise à la volonté du roi Fritz, elle ne peut utiliser son pouvoir pour arrêter la catastrophe. Pour conclure, ce n'est qu'avec l'arrêt du cycle de violence que l'on pourra penser une véritable libération du corps, ainsi qu'une maternité heureuse et consentie pour tous. Détruire le cycle revient à une destruction de toutes les structures oppressives en place, laissant alors la possibilité d'un monde libre pour chacune et chacun. Merci à tous, sur ce je vous souhaite une bonne rentrée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter ou à réagir sur notre page Facebook ou Twitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, philosophiquement, bien à vous.